je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. La sériculture ou culture sous serre désigne la pratique qui consiste à cultiver des végétaux, soit en culture maraîchère ou en horticulture ornementale, à l'intérieur d'une serre dans des conditions adaptées et contrôlées. J'ai l'air intelligente comme ça, mais ça vient de Wikipédia. La culture sous serre permet de bénéficier de la luminosité naturelle avec la possibilité de rallonger la photopériode par des lumières artificielles tout en gardant le contrôle des conditions et de la température. Elle permet notamment de rallonger la période où l'on peut cultiver certains végétaux. Mais parce que la vraie vie, c'est pas mal plus que ce que je peux trouver sur Internet, je suis partie à la rencontre de sériculteurs. Premier arrêt, les serres Saint-Do, où je suis allée rencontrer M. Georges Bouchard. Donc, on est dans les fleurs. Oui. On est chez vous ici? Oui, on est chez nous. Combien d'années que vous êtes en affaires ici avec les serres? Ça fait une vingtaine d'années. Mieux organisé comme on est actuellement, ça fait à peu près une dizaine d'années. Okay. En vendeur et puis un petit peu plus professionnel. Les fleurs comme ça, il y a une différence quand on travaille les fleurs en serre que quand on va dans un supermarché ou un endroit où qu'on vend les fleurs à grand volume sans nécessairement... C'est quoi cette différence-là? D'abord, une culture régionale est une culture qui ne subit pas de stress de transport. Ça, c'est une des premières choses. Et deuxièmement, elle est connue par les producteurs parce qu'on l'élève, ce petit bébé. On sait ses caprices, on sait ses joies, on sait comment la mettre en évidence. Tout l'entretien qu'on y apporte aussi. Ensuite, au moment de la vente au client, c'est une vente assistée, dans le sens qu'on suit notre client, on discute dans quel environnement, qu'est-ce qu'il désire, quelle couleur qu'il préfère, on le guide dans ses choix et ensuite on lui garantit qu'on sera là jusqu'au 1er octobre. Alors, autrement dit, vous partez avec des fleurs, le lendemain, vous voulez avoir un conseil, vous appelez. Vous revenez avec votre plante parce qu'il y a eu une nuit de fou, il y a venté plus, on la regarde, on la corrige, sinon on va penser au remplacement. Alors, c'est tout un service après-vente et aussi une personnalisation des gens. Découvrir les nouveautés intéressantes de l'année, recevoir de bons conseils de la bouche de quelqu'un de chevronné qui connaît finement ses plantes, en apprendre sur les meilleurs arrangements, c'est irremplaçable. C'est beau, coloré, dans une ambiance lumineuse, humide et odorante. On veut voir toutes les plantes, les sentir, on a envie de bien choisir. Plus les jardiniers deviennent chevronnés, plus ils tiennent à s'assurer de la qualité de ce qu'ils mettent en terre. Chez les producteurs de la région, les plants sont parfaitement adaptés au sol et au climat d'ici et on les garde dans des conditions idéales jusqu'au dernier moment. On consacre tellement de temps à son jardin, aussi bien être certain qu'on achète des plants en pleine santé. Il n'est pas rare qu'un client choisit des fleurs, puis en lui parlant, on lui dit non. C'est pas ça que vous devriez choisir. On va essayer de vous donner de votre couleur, puis vos tendances, mais on va changer le produit parce que vous ne serez pas satisfaction. Puis ce ne sera pas la faute de la fleur, ce ne sera pas la faute des gens qui vous l'ont vendu non plus. Les gens ont tous de bonne volonté, mais savoir comment d'eau elle a besoin, comment d'engrais elle a besoin, est-ce qu'elle est au bon endroit dans les serres pour profiter du soleil ou pas en profiter si elle n'a pas besoin. C'est toutes des choses que nous, on surveille. Alors que des arrangements qui sont à l'extérieur ou dans une tente ou dans ailleurs, puis qui sont là juste temporairement en transit, comme on dit, n'ont pas l'entretien. Nous, on les aime, les fleurs. Vous arrivez, vous dites, bon, moi j'ai des pots, j'ai pas de pots, je m'achète des pots, j'en reviens avec mes pots, et il y a des clients qui arrivent avec les mêmes contenants depuis 10 ans, en disant, bon, l'année passée, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ça faudrait changer.
Et puis il revient 2 mois après, et puis bon, il y a ses arrangements tout faits. Personnaliser les fleurs, c'est drôlement important. Les termes rustique et rusticité s'appliquent en général à la faculté d'une plante de résister au climat typique d'une région. Les zones de rusticité sont une division du territoire canadien en 9 zones de croissance des plantes, de 0 à 8, en tenant compte des différents critères comme la température hivernale minimum, la température maximale en été, la période de gel, les précipitations, les vents, l'altitude. Montréal se trouve en zone 5B. Dans les zones 3B et 3A, on retrouve l'intérieur des terres du bas du fleuve, la Gaspésie, Charlevoix, ainsi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean. À cause des changements climatiques, les zones peuvent se modifier au fil du temps. Certains facteurs locaux, comme les microclimats, la quantité de neige accumulée, les haies brise-vent, peuvent aussi modifier la zone de rusticité d'un territoire. Est-ce que vous avez des fleurs préférées? Je trouve les pensées. Oui. Les gens me disent, bon, t'es pas très, très original, mais je me dis, elle est là et elle n'est jamais en mauvais état. Elle est là de printemps de bonheur et elle a un regard doux. Bon, c'est une fleur elle est double et elle est très voyante de loin. Alors pour ceux qui ont des jardins, puis ensuite on sent un parfum qui éloigne les insectes. Moi, ça sent mon enfance. Oui, il résiste bien au vent, qui fait un bouquet de couleurs. C'est pas chic, mais je trouve que c'est campagnard, ça va avec mon chapeau, ça. Qui a construit ça ici, Georges? Moi, puis mon père, puis Saint-Joseph. Mon père étant décédé, puis on disait toujours qu'il y avait le métier de Saint-Joseph. Quand ma conjointe était inquiète, j'ai fait 3 ans Porsche avec mon père, puis Saint-Joseph. Est-ce que c'est une de vos plus grandes réalisations de votre vie? Avec le marteau, oui. Certains fruits et légumes du Québec poussent tout au long de l'année, même en hiver. Et c'est possible grâce à la culture en serre. Si certaines entreprises maraîchères utilisent la serre pour compléter leur production, d'autres en ont fait leur spécialité. Ce que l'on produit le plus au Québec? Les tomates et les concombres. Mais c'est tout un défi. Et surtout quand on décide de le faire à l'échelle humaine et à sa façon. C'est sûr que moi, dans la technologie que j'ai apportée, bon, écoute, c'est même pas encore à 100 % parce que pourquoi? Parce que j'ai pas eu d'aide, d'un. Puis ça m'aurait coûté trop cher pour partir, je pouvais pas. Donc, je suis parti en fonction d'en venir à vraiment ce que moi, je veux avoir et non pas à ce qu'eux m'exigent d'avoir. Puis, avec la culture bio, bien sûr. Parce que, pourquoi qu'on n'en a pas de gens qui sont à l'année? Bon, moi, on va vous le dire, parce que moi, je suis dedans, je suis à l'année. Ça coûte un bras. On est petit, on décolle, mais ce qu'on veut, c'est on veut grossir. Moi, ce que je voudrais, c'est donner une relève à mes petits-enfants. Ça pourrait être intéressant. Vas-tu Là, voir on ça, va ce étudier. projet de vie-là? Oui, on va aller voir ça ensemble. Tu vas sentir la chaleur un peu en arrivant, Ben, déjà, là. oui. Puis, ouais, là, on va se désinfecter C'est nos là qu'on pieds. fait, OK. Ouais. Il faut vraiment pas aucunement amener un gène extérieur. Moi, c'est du parkénocarpique, donc ça veut dire c'est du cocon anglais femelle. OK. Puis, il n'est absolument pas question qu'il rentre un gène mort. Sinon, ça scrape ma culture. Le concombre anglais, aussi appelé concombre de serre, c'est celui qui est long, étroit et sans pépins. Dans les années 1950, des hybrideurs européens ont créé par croisement des plantes totalement dépourvues de fleurs mâles. Il est donc possible pour eux de produire des fruits sans être fécondés. En cultivant les concombres anglais en serre, ça permet d'éviter toute pollinisation par les insectes, ce qui donnerait des fruits difformes. Ici, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle, nous, pour nous autres, les serres. Donc, l'atelier là, principal, la place de travail, c'est ici. Ici, nous autres, c'est tout ici que ça se passe, le mécanique. La partie des serres, aujourd'hui, l'agronome, pour moi, là, il est important, très important. Mais mon agronome, pour moi, ça représente quoi? Ça représente, je te dirais, peut-être 30 %. Puis le 70 % qui reste, c'est vraiment de la mécanique. OK. OK?
Donc, c'est l'irrigation, c'est la ventilation, c'est le chauffage, c'est le plancher radiant, qui est un de mes secrets. Hein? C'est la géothermie qui va embarquer plus tard. C'est aussi la pouponnière, donc ça veut dire tout est rentré au niveau de l'ordinateur. Moi, dans mon cas, Sylvie, elle va s'occuper de la culture. Donc, tout ce qui touche, ramasser des cocombes, s'occuper des plants, mettre les engrais pour la terre, mettre les petits vers de terre et les petites araignées, parce que nous autres, on marche biologique. Oui, nous autres, notre terre est vivante. C'est pas vrai, c'est pas de la mousse, c'est pas hydroponique, c'est vraiment dans la terre. Ça pousse dans la terre, puis c'est un jardin. C'est un grand jardin. Sylvie, elle avait déjà fait de l'agriculture auparavant? Est-ce qu'elle avait de l'expérience? On avait des jardins, hein? On a tout le temps eu du jardin. C'est comme je disais, on a tout le temps jardiné un petit peu, mais à un niveau plus petit. Mais elle ne devait pas se douter qu'elle allait avoir un grand jardin de même dans sa vie, là. Ah, je penserais pas. Je penserais pas. Le but est de cultiver. Donc, que je cultive du concombre, que je cultive des poivrons, que je cultive des fèves ou peu importe, des haricots, moi, ça n'avait pas d'importance au départ. Ce que je voulais, c'était jardiner. C'est ça mon hit. On a tout ce qu'il faut, le côté mécanique, donc le système d'irrigation. Donc, on a 3 serres, on a 3 systèmes d'irrigation. Le système de chauffage pour mes planchers radiants qui est tout installé parce qu'on chauffe sur 2 principes, électrique et propane. OK. Pourquoi? C'est très simple, c'est que quand mes lumières allument, on a une grosse consommation en électricité qui est demandée. Ouais. À ce moment-là, on va chauffer le plancher avec le propane. Et quand les lumières sont non fonctionnelles, pour garder un pic électrique qui est le plus standard possible, bien là, à ce moment-là, on va chauffer électrique. Il y a 2 choses pour faire des serres. Il faut travailler avec la photosynthèse. OK. Puis, il faut travailler également avec le plan racinaire. Ce que les gens ne font pas. Donc, ce qui est difficile à chauffer dans une serre, c'est le plancher. Je vais donner un exemple comme j'ai apporté au début quand j'essayais de faire vendre mon projet. C'est que je disais, bâtissez-vous une maison, mettez-la sur la terre. Vous allez toujours geler dans la maison. Bien oui, c'est sûr. Tu vas toujours geler, c'est pas chauffable. Oui. Bien, la serre, c'est la même chose. Même toi, la grande maison qu'on a, c'est 80 pieds de large par 120 pieds de long. Il faut penser aussi que le plancher radiant n'est pas là pour chauffer ma serre. Non. Il est là pour réchauffer mon plan racinaire. OK. Ça, c'est une autre chose. On rentre à l'intérieur? On peut vous montrer ça à l'intérieur. Je vais te montrer la serre 1. Okay. La serre 1, présentement, on est en train de travailler. C'est la plus récente. Autrement dit, on a 3 serres. On va rentrer, je vais te montrer un peu. Donc, tu vois la différence de chaleur, là? Ah oui, donc, on sent tout ça. Là, la caméra, peut-être que les lentilles vont peut-être embuer un petit peu. On a des bacs, mais c'est des grands bacs, c'est des grands jardins de 100 pieds de long. On a notre système d'irrigation qui descend ici, puis il alimente. Il alimente ici à travers les cocombes. Tu vois? Donc ça, c'est un système de goutte à goutte bien standard, un peu tout le monde, je te dirais, là. La grosse différence que moi j'ai, c'est que ma terre, elle est où? Elle est appuyée sur le béton. Pourquoi? Bien, parce que pour garder sa chaleur. C'est ça. Ouais. Et puis, quand l'été, il fait trop chaud, la terre réchauffe aussi. Bien, moi, mon plancher radiant, il garde la fraîcheur. Fait que moi, ma terre, elle va rester à 22 toute l'année. C'est quoi l'avantage de séparer les serres? Bien, c'est parce que c'est pas la même culture. OK. OK? C'est-à-dire, on a une culture qui est plus vieille de l'autre côté. Elle a déjà produit pendant 12 semaines. OK. OK? Quand il commence à produire. Donc, pour la graine aller à ce que je prends mon transplant et que je le plante dans la serre, ça prend en moyenne 3 semaines. OK. Mais quand je le plante dans ma serre, il y a un autre 3 semaines qui va venir, qui va pousser avant de donner la fleur et avant de nous donner des cocons. OK. Donc, dans 3 semaines, il va monter d'à peu près 3 pieds, le plant. Puis après, là, il va commencer à produire. OK. Donc, mais là, il produit pendant 12 semaines. Donc, moi, avant de planter ma serre qui est vide, il faut que l'autre ait fait la moitié de ces 12 semaines. Ouais. Pour toujours avoir... Moi, je travaille toujours en fonction d'avoir 2 serres en production. Après, on enlève, on coupe, on débarrasse, on nettoie, on fait un beau ménage. Puis, suite à ça, bien, on est reparti. Ah. Hop, là, je vais aller t'ouvrir la lumière. Ben, venez-vous-en, tranquillement. Mais tu vois, nous autres, c'est contrôlé ici.
Fait que là, à partir de là, tu vois, ça, c'est mes 3 serres. Puis là, ici, avec ma station météo, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai mes températures, j'ai ma luminosité. Fait que moi, je peux baisser un moteur, lever un moteur. Je peux passer de l'automatique au manuel. Tout ce qui est contrôlé va arriver sur mes moteurs. Donc, ça s'en vient. Exemple, les côtés, ça, c'est ici, côté droit, côté gauche, les côtés ouvrants. Les toits, donc, tu as vu, t'en as, il y en a 2 ouverts, l'autre n'est pas ouvert, c'est ici. La toile thermique, là, tu ne l'as pas vu parce que le soir, elle ferme, elle. Donc, ça coupe la fraîcheur, puis ça coupe aussi le soleil, à l'effet contraire. Donc, le jour, au gros soleil, quand il fait vraiment trop chaud, les toiles thermiques vont fermer. Fait que là, à ce moment-là, on va ventiler du bois. Puis ça, ici, bien, c'est la pouponnière. Ça, c'est notre petit secret encore. C'est nous autres qui l'a tout planifié. Là, on a des plans pour faire la serre numéro 3. Qui donne notre 120 pieds. Puis combien de large, pas en pieds, mais combien de bacs? On a 5 bacs. 5 bacs? Oui. 120 pieds? 120 pieds. C'est ce qu'on a besoin comme 500 plans, c'est ça. Une autre façon d'avoir des produits locaux à l'année, c'est la déshydratation, une technique de conservation idéale pour les champignons. Récolter des produits de la forêt boréale et les préparer pour la consommation, c'est une autre histoire. L'un des pionniers dans la région, c'est Simon-Pierre Murdoch. L'entreprise a beaucoup évolué depuis ses débuts, si bien qu'il opère maintenant avec ses partenaires le marché sauvage. Et c'est là qu'il m'a donné rendez-vous. Explique-moi où on est. Là, en fait, on est dans le marché sauvage, qui est la division épicerie de Morée-Québec. Dans le fond, toute la partie, les produits que Morée-Québec vend, qui proviennent de la forêt, sont disponibles ici au marché sauvage, qui est un concept 360 degrés qui essaie de recréer un peu qu'est-ce qu'on retrouve en forêt. C'est ça qu'on essaie de recréer ici en ce moment dans le marché sauvage. Ça fonctionne parce que j'entends, c'est comme si j'étais dans la forêt. Ouais. Ça sent aussi. Qu'est-ce que ça sent? Bien, on a les odeurs. Chaque jour de la semaine, on fait des odeurs différentes avec des huiles essentielles. On a un diffuseur d'huile sur place. Bon, le lundi, par exemple, thé du Labrador. Le mardi, crème d'Amérique. Mercredi, poivre des dunes. Le jeudi, aiguille de sapin. Donc, chaque jour, on essaie d'apporter une petite odeur pour intéresser les gens à l'aromathérapie. Donc, c'est des odeurs qu'on trouve en forêt, qu'on essaie d'amener ici pour pouvoir être capable de pouvoir les vendre en petites fioles. Pour vraiment recréer les 5 sens à l'intérieur de petits environnements très petits où on peut recréer un peu le feeling du gazon, qui est un peu le couvert forestier. On a les arbres qui sont ici, qui font les murs. On a le plafond, qui est avec le camouflage, qui a l'air un peu comme ça dans un sous-bois. Ouais. On a les odeurs, on a les bruits d'oiseaux, les bruits couverts forestiers. Et dans les prochains mois, on a d'autres ajouts qui vont faire partie de la place, comme notre champignonnière. Donc, les gens vont pouvoir cueillir des champignons sur place et repartir avec les champignons chez soi. Donc, vraiment un environnement qui est le plus forestier possible. Qu'est-ce que tu avais comme grand rêve en construisant ça ici? Parce que tu devais y penser depuis quand même. Ça doit être quelque chose que tu as dans la tête depuis un bout, j'imagine. L'entreprise est démarrée en 2008. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est en opération. Ça a déjà été mon rêve de pouvoir expliquer aux gens tous les produits qu'on a dans le bois et être capable de leur expliquer comment cuisiner ça. Donc, le trip qu'on fait ici pour les 10 ans de Morée-Québec, c'est d'ouvrir le marché sauvage. C'est pas vraiment les ventes qui sont notre facteur de motivation. C'est plutôt d'informer les gens qui puissent venir ici, comprendre comment on cuisine l'aiguille de sapin, l'aiguille de mélèze. On vend les petits fruits sauvages comme la camerise, on vend le bleuet. Donc, c'est d'être l'entreprise qui va expliquer, démocratiser aux gens comment cuisiner ces produits-là. Parce qu'on est tous dans le lac Saint-Jean, c'est une région ressource. On vit dans le bois. Nos origines étymologiques de notre région proviennent des trappeurs, les bûcherons, ceux-là qui ont démarré la région, les Indiens. Être capable de pouvoir transmettre cette culture-là de cuisine pour que monsieur et tout le monde dise « Ah, ben oui, moi, j'ai trouvé des pousses de sapin dans le bois, ça goûte la fraise, on peut mélanger ça au tartare. » Fait que nous, ici, c'est de se redonner les pouvoirs de nos propres produits qui proviennent de la forêt et de les transformer dans des produits qui sont cool, comme la salsa, on a des confitures, on a des petites fraises des champs, on a des aiguilles, des boutons de marguerite, on a des champignons. Tout ce qui est en lien avec la forêt, que ce soit les cosmétiques, on l'a ici. Fait que mon plus grand rêve, c'est que chaque personne qui repart chez soi, puis qu'au lieu d'acheter, exemple, des capes de l'Italie, va acheter des boutons de marguerite du Québec. Donc, chaque petit pot qu'on vend nous permet de se redonner le pouvoir d'un peuple qui consomme les produits locaux, mais qui est un peuple de propriétaires, mais qui, à partir de nos forêts, qu'on s'approvisionne nous-mêmes avec nos propres richesses.
comprendre c'est quoi la business des champignons, Oui. tu vas comprendre comment ça marche. OK. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand c'est sauvage, on n'est pas comme une compagnie, comme exemple Savoura qui produit des tomates où là, on contrôle l'environnement, les températures. Nous, on récolte ça dans le bois. Donc, ça amène un paquet de triage, les insectes, les impuretés, il faut balayer. Fait qu'avant que ça se rende directement dans les grands restaurants à Québec, Montréal avec qui on fait affaire, il faut les nettoyer. Fait que là, vu que tu es là aujourd'hui, puis que je sais pas que tu sers à rien, mais on va te faire travailler. C'est correct? C'est du cheap labor. C'est pas juste. Fait que Paul était là avec des beaux champignons. C'est des champignons qui ont été récoltés au Québec. Au Québec? Ben oui. Tous nos champignons frais, en majorité, là, on fait affaire avec des cueilleurs un peu partout au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceux-là proviennent de l'Ascension. On a une cueilleuse qui nous amène à peu près 100 livres par semaine de lobster. Oh. Tu vois, regarde. Hey, la couleur est belle. Ce hein? champignon-là orange, on appelle ça la dermatose des russules. C'est un champignon, un lobster. C'est un champignon crabe. Fait que ça goûte vraiment les fruits de mer, les crustacés. Fait que là, ce qu'on va faire, première étape, tu vois, on balaye pour enlever les surplus de poussière. Comme ça ici. On veut que ce soit impeccable. Parce que ça va se retrouver dans des sautés, dans des béchamels. À peu près 200 clients qu'on livre en resto à Québec-Montréal. Fait que ça, la semaine passée, on a dû en faire 1000 livres. On a traité à peu près l'équivalent de 300 bacs. Fait que là, toi, tu vas passer le balai là-dessus comme ça. Passe le balai Parfait, excellent. pour enlever les petites impuretés. Exact. Mais tu sais, les petits points noirs, tout ça, c'est normal, là. Ouais, c'est ça, exactement. OK. C'est ça. Puis là, ce qu'on fait après, c'est que on va les couper finement comme ça ici, tu vois. On va faire des belles tranches comme ça et on va les mettre sur le séchoir. Tu sais, dans ma tête, là, tu prenais le champignon puis tu le Non. mets... Non. Ça explique tellement de choses. Tu sais, ça explique le prix, mais tu gardes tout le gros pied. On coupe tout. Souvent, le Ça, pied, tu les gardes aussi, là. on va enlever une petite partie comme ça, tu vois. Ouais. On fait un tri qualité. Fait que là, on coupe ça ici, puis on va mettre les tranches ici, tout ce qui est sur le grillage là. Après, on va aller le mettre au séchoir. C'est comme ça qu'on est capable d'arriver à... Excuse-moi, Paul. Tu sais, les gens nous demandent tout le temps, tu sais, on a les champignons séchés. Ouais. Fait que quand c'est séché, le champignon, il y a 90 d'eau. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'en le faisant sécher, on va enlever toute son eau. Après ça, on va le mettre sur une pesée. On va mettre ça dans la petite boîte. Ouais. Ça se conserve jusqu'à 2 ans lorsque c'est bien déshydraté. Regarde Fait que comment je suis pas bonne. Ouais, non, t'es vraiment l'ai pas bonne. brisé. Non, je l'embauche pas. Je ne l'embauche pas. Fait que si ça, c'est notre séchoir industriel, le séchoir, lui, il y a un système de ventilation. On change l'air 300 à 400 fois par jour. Donc, à l'intérieur, le but, c'est de sortir l'humidité. Parce que le champignon, il est plein d'eau. Ouais. Fait qu'en le mettant ici, on monte la température environ à 50-60 degrés. Pendant 48 heures, l'humidité va sortir par notre système de ventilation. Donc, tu peux venir avec moi, je vais aller sortir ton humidité. Fait que, comme tu arrives ici, tu vois, tu vas nous mettre ça sur une étagère ici. Fait que, ici, on a des lampes qui nous permettent d'avoir un bon chauffage. On utilise des systèmes de clés comme ça. Fait que tu peux voir, ceux-là sont prêts, ils sont très très petits, très de bonne qualité. Fait que ça, c'est du champignon crabe qu'on a fait sécher. Tu vois, il sent vraiment le fruit de mer, le crabe. Oui. Fait que ça va être mis en sac pour notre contrat chez IGA. Puis aussi pour nos restaurateurs. Donc, on a du crabe, on a de la chanterelle, on a toutes sortes de produits. Ici, on a des pleurotes. Donc, 48 heures, puis on est prêt à sécher. Ouais, 48 heures, puis ton champignon est complètement séché. Wow! Puis tu peux le... quand tu... C'est parfait. Fait que, après ça, on le fait réhydrater 20 à 30 minutes dans l'eau. Ça grossit. Puis après ça, tu peux le cuisiner soit le poêle au beurre ou... Fait que tu y redonnes sa forme, tu y redonnes vie. Fait que c'est ça le concept derrière le déshydraté. C'est vraiment une gamme de produits sauvages super variés qu'on est capable de trouver ici, là. Tout ce qu'on y trouve dans le bois qui est comestible, nous ici, on se donne comme mandat de le faire connaître aux chefs et au grand public via le marché sauvage. Je me souviens qu'il y a eu des époques où d'autres entreprises ont essayé de vendre aux particuliers des épices sauvages, puis on aurait dit que les gens commençaient mais n'étaient pas prêts encore. Est-ce que tu sens que ça a évolué, mettons, dans les 10 dernières années? C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentatives pour faire connaître le produit auprès de monsieur, madame, tout le monde, les épiceries. Ouais. Il était peut-être un peu tôt. En même temps, c'est au rôle de l'entreprise de faire avancer les connaissances du consommateur. C'est pour ça qu'ici, on éduque les gens. Donc, on ne met pas juste les produits en vente dans des épiceries. Les épiceries ont environ 500 clients, les IGA. Sauf que nous, on veut promouvoir, on veut donner un enseignement supplémentaire. Donc,
La vague est bonne en ce moment, on surfe dessus, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, vendre l'aiguille de sapin, c'était plutôt marginal. Les gens sont habitués de voir le sapin plus dans l'arbre de Noël que dans leur assiette. Maintenant, on essaie de faire avancer une connaissance de ce qu'on trouve dans le bois. Et je pense qu'on participe à une réappropriation de notre vrai terroir. Le terroir prend tout son sens quand un peuple s'enrichit des produits vraiment locaux, mais qui cuisinent avec, mais que tout le monde en même temps est dans la même vague. Les foodies, les influenceurs, les organisations comme la table agroalimentaire, les chefs, les épiceries. Quand tout le monde se met dans la même direction, on est vraiment en train de découvrir à 100% notre savoir-faire. Comment tu le rêves, ton Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben moi, je rêve d'un Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est fier, en fait, de son menu, puis de son économie, de son écosystème alimentaire, qui part de la production jusqu'à l'assiette. Mais surtout une fierté, d'aller à l'extérieur, puis d'arrêter d'envier qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays, mais plutôt d'être juste fier de qu'est-ce que nous, on a ici, et de continuer à faire circuler de génération en génération les traditions de cuisine qu'on a ici. Souvent, on a peur des gens qui réussissent, on n'est pas certain, on a une cuisine un peu métissée, on est gêné de parler de la tourtière ou du pâté à viande quand on va dans une autre région. Et non, soyons fiers de ce qu'on fait, bien, approprions-nous les produits qu'on a d'ici. Il faut être content de ce qu'on a, puis il faut s'encourager l'un envers l'autre ici, régionalement. De plus en plus de gens se rendent au printemps chez les producteurs de la région pour se procurer leurs fleurs annuelles, leurs vivaces et leurs plants de légumes. Ils attendent avec impatience ce moment qui ajoute de la joie à leurs activités de jardinage. De plus en plus de gens choisissent les légumes du Québec à l'année, disponibles grâce à la culture en serre. Et l'innovation et la technologie permettent même aujourd'hui d'aller cueillir ces champignons en champignonnière. C'est quand même capoté de voir ce qui est fait afin de pouvoir nous nourrir collectivement à l'année. Dire que ma grand-mère a connu l'apparition du réfrigérateur. Alors, allez-vous encore choisir vos tomates du Mexique?